Bonjour, bienvenue pour une nouvelle séance de Melchior. Aujourd'hui, on va faire un peu de microéconomie et on va revenir vers le monopole. Les économistes en général sont assez unanimement favorables à la concurrence et donc pour démontrer l'utilité de la concurrence, on peut raisonner un peu comme disent les mathématiciens par la contraposition, c'est-à-dire on va démontrer que le monopole, qui est l'inverse de la concurrence, nuit au bien-être et au développement de l'économie. Alors, en général, on part de l'analyse microéconomique, c'est-à-dire de la situation d'une entreprise, et on va regarder quel est son comportement quand elle est en monopole. Décrire une entreprise en microéconomie, c'est s'intéresser à son profit et considérer que sa tendance naturelle, son objectif tout à fait légitime, c'est de maximiser son profit. Donc j'écris le profit de l'entreprise, je rappelle quelque chose qui est assez évident, c'est-à-dire que le profit qu'on désigne par la lettre pi en général est égal au chiffre d'affaires, donc le prix multiplié par la quantité produite, moins le coût qui est C de Q. Alors, le chiffre d'affaires, pour les économistes, ne s'appelle pas chiffre d'affaires, il s'appelle la recette. Donc ici, j'ai la recette, et ici, j'ai le coût. Et le véritable élément explicatif, puisque le coût est fonction de la quantité produite, c'est cette quantité produite. Ce qui va avoir comme conséquence, c'est quand nous allons passer à la représentation graphique de notre problème, eh bien nous mettrons la quantité produite en abscisse. Et puis, je me pose la question de comment traduire sur un plan mathématique le fait qu'on va maximiser le profit, qu'on va faire le profit le plus important possible. La règle mathématique élémentaire, c'est de calculer la dérivée par rapport à la quantité produite. Donc, j'écris pi prime, la dérivée, c'est égal à la dérivée de la recette moins la dérivée du coût. Et donc, la tradition économique, c'est de parler de recette marginale. La dérivée va être qualifiée de marginale, donc recette marginale, et coût marginal. Donc, la règle qui va dicter le comportement du monopole, c'est l'égalité entre la recette marginale et le coût marginal, puisque une fonction est maximale quand sa dérivée est nulle. Bon, alors ce résultat, je vais l'interpréter de deux façons. Une façon toute britannique, en faisant un dessin, et puis une façon plus française, en faisant un petit calcul, en faisant un peu d'algèbre. Alors je prends la façon britannique, je fais un dessin. Et donc, je représente abscisse ordonnée, la quantité en abscisse. Là aussi, c'est la tradition britannique. La question que se posent de temps en temps les économistes, c'est est-ce qu'il faut mettre le prix en ordonnée ou en abscisse? Est-ce qu'il faut mettre la quantité en ordonnée ou en abscisse? On met en général la quantité en abscisse, d'abord par tradition, et puis parce que le raisonnement est que une fois qu'on a installé un appareil de production, ce qui va être le plus contraignant pour l'entreprise, c'est d'utiliser cet appareil de production. Donc, ce qui va être l'élément explicatif de son comportement, c'est la quantité produite. Et ensuite, elle va essayer d'adapter le prix à ses capacités productives. Donc, je mets la quantité produite en abscisse. Je mets le prix en ordonnée. Et puis, on va représenter la recette marginale et le coût marginal sur ce graphique. Donc, le coût marginal, il a cette allure-là. Ça veut dire simplement que le coût marginal, c'est le coût de la dernière unité produite. Et donc, ça veut dire que nous sommes en situation de rendement décroissant. Sur certains graphiques, sur certains manuels, on le présente avec comme ça, une petite remontée. Mais si on est cohérent, le coût marginal en rendement décroissant, il ne fait que croître. Donc le coût marginal augmente. Ce qui est important, c'est la recette marginale. Donc la recette marginale, c'est la dérivée du produit, le prix multiplié par la quantité. C'est donc égal à la dérivée du prix par rapport à la quantité, multiplié par la quantité, plus le prix.
Si on est en situation de concurrence, concurrence pure et parfaite, concurrence, le prix est fixe et donc la dérivée du prix par rapport à la quantité est égale à 0. Le monopole, lui, il n'est pas en situation d'avoir un prix fixe. Le monopole, une fois qu'il a établi sa quantité possible, sa quantité potentielle, eh bien, il va essayer de chercher le prix qui va lui permettre d'écouler de la façon la plus efficace cette quantité produite. C'est-à-dire, il va chercher le prix qui, en s'adaptant à la quantité, lui rapporte le profit maximal. Et donc, ce prix, eh bien, il va être fonction de la quantité produite. Alors, qu'est-ce qui le contraint? Il est en monopole, c'est pas ses concurrents. Qu'est-ce qui va réagir au prix? C'est son client, c'est le consommateur, c'est la demande. Et donc le prix va être assimilé à ce qu'on appelle une fonction de demande, c'est-à-dire une fonction dans laquelle on essaie de résumer par une équation algébrique assez simple le comportement du consommateur. Et donc le consommateur, eh bien, le consommateur, il va réagir, plus le prix est élevé, eh bien moins il achète. Donc le lien entre le prix et la quantité produite, c'est une fonction décroissante. Tel que je le présente, c'est le consommateur, la quantité qui réagit au prix. Sauf que j'ai fait un dessin où il y a la quantité non plus fonction du prix, mais le prix fonction de la quantité. Bon, donc je vais réaliser une opération mathématique qui consiste à inverser le lien fonctionnel, et puis je vais tenir compte du fait que ce lien fonctionnel est décroissant. Donc je vais écrire que le prix est égal à petit a moins bq. C'est la forme la plus simple d'une fonction décroissante. Donc je dessine. Alors je vais changer de couleur. Je dessine, je fixe A ici. Et puis j'ai ici A moins bq. Bon, j'ai l'intersection entre la demande, la fonction de demande et le coût marginal. Et en situation de concurrence pure et parfaite, le résultat c'est que la recette marginale étant égale au prix, si on était en situation de concurrence pure et parfaite, ici, il y aurait l'égalité entre le coût marginal et le prix. Et donc ici, il y aurait la quantité produite et le prix réalisé de la concurrence. Mais dans le monopole, je n'égale pas le prix au coût marginal, j'égale la recette marginale. C'est-à-dire, je fais P'Q plus P égale le coût marginal. Alors, quand Q est égal à 0, la recette marginale, eh bien, elle est égale à P, donc elle est égale à petit a. Et puis, au fur et à mesure que Q augmente, la recette marginale, elle est égale au prix, plus la dérivée du prix par rapport à la quantité produite. C'est-à-dire, elle est égale, grosso modo, la dérivée ici, c'est petit b, donc moins petit b, plus exactement. Et donc, j'ai cette équation simple, c'est que, ici, la recette marginale est égale à P moins BQ. Donc, c'est une droite qui est en dessous du prix, puisque au fur et à mesure que Q augmente, moins BQ devient de plus en plus négatif, et donc la recette marginale, elle est en dessous du prix, et l'écart entre les deux se creuse. Et j'obtiens ici cette recette marginale. Bon, et donc l'intersection entre la recette marginale et le coût marginal est ici. Et donc ici, j'ai l'équilibre du monopole. Alors, cet équilibre du monopole, on voit tout de suite, c'est apparent à l'œil nu, la quantité produite est inférieure à la quantité de la concurrence. La tentation, ce serait de dire, je vais faire comme précédemment, je vais projeter cette intersection. Ici, je vais la projeter sur l'axe des ordonnées pour avoir le prix. Mais le prix, par définition, il correspond à l'intersection ici entre la recette marginale et le coût marginal,
mais il n'est pas égal au coût marginal, il n'est pas égal à la recette marginale. Le prix, il m'est donné par la droite noire. Le véritable prix, le prix qui est effectivement pratiqué par le monopole, correspondant à cette quantité, c'est celui qui correspond à l'intersection avec la droite noire. Et donc le prix, ce n'est pas ici que je le trouve, mais c'est ici que je le trouve. Et donc j'ai le prix du monopole. Et là, de nouveau, j'ai un résultat qui est un résultat qui condamne le monopole, d'une certaine façon, puisque la quantité produite est inférieure à celle de la concurrence, et le prix pratiqué est supérieur à celui de la concurrence. Grosso modo, le grand perdant de l'opération monopole, c'est par définition le consommateur. Le consommateur a moins de biens à disposition et il va payer plus cher. Donc cet argument est un argument en faveur de la concurrence. Maintenant, j'ai fait des dessins, je vais me poser la question en des termes qui vont être des termes plus algébriques. Je vais regarder par des petits calculs quelles conclusions je peux tirer de la façon dont on doit gérer les monopoles à partir de ces équations. Alors, je fais de la place. Et je reviens à l'idée que la recette marginale doit être égale au coût marginal. Et donc, je regarde ça simplement, c'est-à-dire, j'écris que P'Q plus P est égal au coût marginal. Mais cette fois-ci, je ne fais pas de dessin, je fais un petit calcul. Donc, je reviens à la définition simple de ce qu'est la dérivée. La dérivée, grosso modo, je peux, donc P', je peux l'écrire delta P sur delta Q. C'est avec c'est le petit accroissement du prix rapporté au petit accroissement de la quantité. Et que multiplie Q. Et ça, c'est la recette marginale, plus le prix. Bon, alors ce ratio delta P sur delta Q que multiplie Q, je vais faire un petit peu d'algèbre très élémentaire. Et donc ce ratio, je l'écris delta P sur delta Q sur Q. Bon, et puis je continue, et je l'écris delta P sur P, divisé par delta Q sur Q, que multiplie P. Bon, alors normalement, lorsqu'on a fait un peu de microéconomie, lorsqu'on a en tête tous les cours que l'on a suivis, là on reconnaît ce ratio. Ce ratio, c'est alors c'est l'inverse de notre ratio simple, c'est l'inverse de delta Q sur Q que divise delta P sur P. Et ça, c'est la réaction en termes de quantité du marché à une augmentation des prix. Si on augmente les prix d'un certain pourcentage, la quantité qui va être achetée, la quantité qui va être utilisée, la quantité qui va se retrouver sur le marché, qui va être écoulée sur le marché, va évoluer en pourcentage mesuré par delta Q sur Q. On appelle ça l'élasticité. Et donc, ce ratio, je vais l'appeler epsilon. Bon, alors epsilon est normalement négatif. Quand les prix augmentent, quand delta P est positif, delta Q est négatif. Alors pour garder un nombre positif, en général on met moins epsilon. Mais ça dépend de la convention. Suivant les livres, c'est epsilon ou c'est moins epsilon. Moi, par simplification, je vais dire que c'est moins epsilon. Alors j'en reviens à ma recette marginale que j'écris ici. Cette recette marginale, je l'ai transformée en P moins P divisé par epsilon. Puisque delta P sur P divisé par delta Q sur Q, c'est moins 1 sur epsilon et qui est multiplié par P. Donc moins P epsilon plus P. Et ça doit être égal au coût marginal. Et donc, je vais faire un peu de place, un résultat qui est un résultat important,
sur le fonctionnement du monopole, c'est-à-dire que P, facteur de 1 moins 1 sur epsilon, est égal au coût marginal. Alors je retrouve sur un plan algébrique, 1 moins 1 sur epsilon, c'est inférieur à 1. Donc je retrouve le fait que le prix est supérieur au coût marginal. Si multiplié par une quantité qui est inférieure à 1, il est égal au coût marginal, ça veut dire que lui, en tant que tel, il est supérieur au coût marginal. Et puis, je vais écrire ça en réduisant, j'ai donc P est égal à epsilon sur epsilon moins 1, coût marginal. Alors, quelquefois, si on a pris non pas moins epsilon, mais epsilon, si on a utilisé que l'élasticité, ce n'est pas la valeur absolue, ce n'est pas le nombre positif, mais c'est véritablement le nombre en tant que tel, on peut retrouver ce résultat de façon différente, c'est epsilon sur epsilon plus 1, coût marginal. Alors ce résultat, ça s'appelle la loi de Ramsay-Boiteux. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à la tête d'un monopole, et que ce monopole, pour essayer d'éviter les perturbations économiques et pour essayer de ne pas donner un avantage indu à une entreprise privée, eh bien, en général, on nationalise. C'est le cas en France. La Constitution prévoit que les entreprises en situation de monopole doivent être propriété publique. Et donc, une fois que l'entreprise est nationalisée, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'elle doit facturer? Et donc, aussi bien Ramsay que Boiteux qui était Marcel Boiteux, qui a été pendant très longtemps le PDG d'EDF et qui était un des grands penseurs de la théorisation de la tarification des monopoles, ces deux personnages nous disent effectivement le prix, il est forcément compris entre le prix de la concurrence pure et parfaite, qui serait le coût marginal, ou le prix du monopole s'il était totalement privé, qui serait epsilon sur epsilon moins 1, coût marginal. Et donc le rôle de l'État, le rôle de la puissance publique, une fois qu'elle a nationalisé un monopole, c'est de déterminer dans cet intervalle entre le coût marginal et le coût marginal multiplié par epsilon sur epsilon moins 1, multiplié par l'élasticité rapportée à l'élasticité diminuée de 1, de trouver entre ces deux bornes quel est le bon prix, quel est le prix que la puissance publique doit pratiquer. Alors Marcel Boiteux dit le bon prix, c'est celui qui permet à l'entreprise de ne pas faire de pertes. Si on pratique le prix du monopole, il n'y a aucune raison de le nationaliser. Si on pratique le prix de la concurrence pure et parfaite, on risque de se heurter à des déficits et en réalité de faire supporter aux contribuables ce que le consommateur ne supportera pas. Et donc il y a un bon prix, qui est le prix du monopole devenu public, qui est entre le coût marginal et le prix de la formule de Ramsay-Boiteux. Alors c'est un résultat qui est un résultat d'autant plus important que Marcel Boiteux a été PDG d'EDF pendant une vingtaine d'années et tirant les leçons de son passage à la tête d'EDF, il a dit « Je n'ai jamais pu obtenir de l'État et de l'autorité de tutelle de pratiquer le prix théorique qui était le meilleur, c'est-à-dire un prix compris entre le coût marginal et epsilon divisé par epsilon moins 1 multiplié par le coût marginal permettant l'équilibre de la société. C'est-à-dire que sur le plan théorique, la concurrence est mieux. Sur le plan théorique, une fois qu'il y a des monopoles qui sont des monopoles naturels, il faut les nationaliser. Sur le plan théorique, une fois qu'on les a nationalisés, il y a un prix qui s'impose. Et sur le plan pratique, il y a un gouvernement qui impose. Il n'empêche que les étudiants et les élèves, qui ne sont pas le gouvernement, doivent garder en tête que le prix du monopole est supérieur à celui de la concurrence, la quantité produite est inférieure à celle de la concurrence et il existe un prix optimal une fois que le monopole est devenu public.